Bienvenue à Daniel. Avec le versant. Je me présente, mon nom est Marc Marino. J'ai la chance... Attends. C'est ça. Ou peut-être la malchance d'interviewer Daniel. Il serait peut-être intéressant aujourd'hui que j'interviewe Daniel en parlant de correspondance. Est-ce que mon bain est trop reculé par rapport à ça? Comme ça? Ça va. Donc, ça pourrait être intéressant qu'on puisse parler de certaines correspondances qui peuvent exister. Ce sera à toi d'y répondre, entre autres, sur des... Puisque ce qui est en bas est souvent le reflet de ce qui peut être en haut, à un niveau énergétique supérieur. Parle-nous donc de choses, d'une chose, par exemple, comme la bonté. Qu'est-ce que la bonté? Parle-nous de la bonté, toi. Qu'est-ce que tu en vois et tu décodes? Bon, la bonté. La bonté divine, ça c'est un patois. OK. C'est un début. Il faut partir bas. Au niveau psychologique, Mm-hmm. un être qui est psychologique, qui a une qualité, qui a la bonté. Non, un être psychologique n'a pas de bonté. C'est quoi la correspondance psychologique de la bonté? La correspondance psychologique de la bonté, c'est l'altruisme. Un être psychologique peut être altruiste, et un être psychologique va donc souffrir de ce phénomène. Un être psychologique ne peut pas être bon, dans le sens de bonté, évidemment, et non pas dans le sens de bien et de mal. La bonté, c'est la faculté que peut exprimer l'intelligence. L'intelligence reliée à de l'intentionnalité, donc reliée à un phénomène hautement divin dans les sphères cielestes et non pas dans les sphères célestes, qui peut lui permettre d'engendrer des choses gratuites. Une chose gratuite, dans les termes cosmiques, veut dire une chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de cause. Une chose qui est subitement perceptible, qui est subitement là, qui entraîne des réactions, mais qui n'est pas elle-même réactionnelle à aucune cause. Donc, cela même est la bonté. Et une personne qui peut exprimer la bonté, c'est une personne qui peut être, disons, partagée dans un être psychologique et en même temps dans le 5% d'intelligence qui habite la majorité des êtres psychologiques. Donc, c'est la partie intelligente de l'âme qui a la faculté d'exprimer la bonté. Par contre, il y a évidemment la récupération psychologique ou astrale de l'expression intelligente de la bonté, faite par l'ego, qui va faire en sorte que l'animal humain, que l'être psychologique, va faire de la bonté, enfin de l'expression qu'il a pu percevoir de la bonté, une qualité émotive, donc une vertu, une qualité psychologique, la vertu étant une qualité psychologique, une copie le plus ou moins conforme possible d'une mécanicité intelligente exprimée au travers de l'homme, qui ne peut pas être rayonnée par l'être psychologique, donc rayonnée par l'astral, mais qui peut par contre être réfléchie par l'astral, donc qui peut être copiée, et par la suite on pourra en réfléchir des effluves, des parcelles. Alors, cette bonté qui devient une vertu et qui est une qualité recherchée par les égos évolutifs est une phase de la vie, de la psychologie de l'homme qui tend à obliger la conscience psychologique à se rapprocher des sphères célestes, donc à se rapprocher de l'intelligence, en essayant de copier les expressions même de ce que c'est que l'intelligence au travers de la matière, plus précisément au travers de l'homme. Donc, celui qui veut être bon, finalement, ne peut que copier la bonté. Et copiant la bonté, il instruit son ego que la bonté existe, même si de par lui-même il ne parviendra jamais à la bonté en tant qu'être psychologique, il va quand même finir par permettre à son être anti-homme, donc à ce qui structure la phase d'involution évolutive de l'homme, de pouvoir à un moment donné découvrir la bonté pure sans avoir à vivre un choc psychologique d'une envergure qui pourrait le faire éclater. Donc, la bonté est quelque chose qui existe à travers l'intelligence, c'est-à-dire qu'un être relié à un plan supramental au minimum et qui a des relations par son ajusteur de pensée à un plan bouddhique et finalement un plan divin, donc intentionnel, peut avoir de la bonté, peut donc exprimer de la bonté. Chaque être humain sur la planète Terre a la faculté d'exprimer de la bonté parce qu'il a la faculté d'intelligence. Mais bien souvent, la bonté est totalement colorée, c'est-à-dire que la bonté s'exprime à l'intérieur même de la conscience de l'âme, donc la bonté va s'exprimer non pas dans la gestuelle de l'âme ou dans son milieu, mais normalement la bonté ne pourra pas s'exprimer autrement que dans la pensée de l'homme
Et la bonté s'exprimant dans la pensée de l'homme va être arrêtée par la pensée de l'homme, de la pensée collective, la pensée astrale du monde de la mort. Et elle va être arrêtée au niveau même de l'astral individuel de chaque individu, donc au niveau de la pensée intérieure de l'homme, donc au niveau de l'ego. Et par la suite, ce qui va être exprimé ne sera qu'une réflexion de la bonté, ce qui fait en sorte que l'être humain veut être bon dans sa conscience, veut être bon finalement dans sa pensée, mais ne parvient pas à exprimer une bonté pure pour la simple raison que la bonté, le peu d'intelligence qui habite l'être humain n'a pas la puissance nécessaire pour arriver à transpercer les brumes et les barrières de l'ego, donc de l'astral, pour arriver à s'exprimer d'une façon pure au travers du corps physique de l'homme. Donc, chaque être humain a la faculté de bonté, mais la bonté s'arrête au niveau de la pensée de l'homme et il ne peut pas être exprimé plus loin. Et dans la pensée de l'homme, il y a donc la bonne action, et la bonne action dans la tête, et c'est la bonne intention plutôt. Mais la bonne action n'arrive à peu près jamais à être convenablement ou purement exprimée parce qu'il y a la coloration astrale, il y a l'amplitude de l'égoïsme de l'homme qui va faire en sorte de s'accaparer d'une grande partie de l'énergie pour pouvoir se flatter d'avoir eu l'idée d'être bon. Ce qui va s'exprimer par la suite devient une récupération pour permettre à l'ego de pouvoir observer le fait qu'il a justement eu cette pensée bonne. Autrement dit, l'être humain qui pense qu'il a de l'intention bonne ne se contente pas de cela, il veut nécessairement l'exprimer, et là c'est le jeu de l'ego, qui exprime la bonne intention, résultante de la réflexion colorée de la bonté dans la pensée, et il exprime la bonne intention pour pouvoir voir le résultat de la bonne intention, de façon à pouvoir avoir une accréditation extérieure qu'effectivement il est bon. Alors il doit, par exemple, donner un cadeau à quelqu'un, mais nécessairement il attendra au minimum un sourire, un remerciement, il attendra quelque chose. Alors sa bonté n'est plus une bonté, elle est une nourriture pour l'ego qui a bloqué l'expression intelligente de la bonté au niveau même de la pensée. La correspondance, donc psychologique ou astrale de la bonté, c'est une forme d'altruisme que l'individu peut exprimer. Une vertu. Une vertu. Et qui nécessairement devient analysable en quantité et en qualité par l'ego, c'est-à-dire que l'être humain peut qualifier et quantifier sa propre vertu. Il peut dire « je suis bon, je suis très bon, je suis trop bon ». Mais étant donné que l'ego constate ça, s'auto-énergie sur cette mémoire-là et finit par s'identifier à cette vertu-là. Est-ce que dans le processus de correspondance, quelqu'un qui soit au mental, à un niveau mental, est-ce qu'il y a la bonté peut être comparée aussi, c'est au niveau supramental, qu'on peut comparer un phénomène de bonté? Comment ça s'exprimerait dans le contexte terrestre, quelqu'un qui est supramental, qui exprimerait la qualité de bonté? Quelqu'un qui exprime la qualité de bonté a nécessairement un cœur intelligent, donc il a une relation avec le plan bouddhique. On peut faire le parallèle entre le plan supramental et le plan mental de l'homme, le plan bouddhique et le plan astral de l'homme, et le plan intentionnel avec les sphères matérielles de l'homme. Alors, le volet se fait comme cela. Alors, il n'y a pas, par exemple, dans beaucoup de traditions, on a dit bon, qu'on avait 7 corps, et les 3 corps inférieurs étaient la correspondance des 3 corps supérieurs, avec un corps de transition entre les deux, et bien souvent, on va essayer de prendre le plan supramental, par exemple, pour en faire une référence matérielle, le plan bouddhique pour en faire une référence astrale, ce qui, dans ce cas, peut être vrai, et le plan de l'intelligence pour en faire une référence mentale. Par contre, l'énergie supramentale, du point de vue de sa constitution, c'est la même chose que l'énergie vitale de notre planète, donc c'est l'énergie éthérique. Par contre, du point de vue de l'expression au travers de l'homme, l'intelligence supramentale a comme parallélisme le mental de l'homme, l'intellect. Et le plan bouddhique, lui, qui est une sphère qui peut permettre la création des structures astrales, a comme correspondance aussi les mécanicités astrales, donc la bonté dans le cœur de l'homme, est une bonté dans l'amour bouddhique au niveau de ce plan céleste. Mais ça n'a rien à voir avec le plan supramental. Un plan supramental ne peut pas être bon, il peut être intelligent. La bonté peut évidemment apparaître au travers de l'intelligence supramentale, comme tout à l'heure j'expliquais, au travers d'une personne qui aurait un contact supramental avec des ficelles qui peuvent l'amener jusqu'à connaître les régions célestes qu'on appelle le plan divin, le plan que moi j'appelle le plan de l'intentionnalité, ce qui est beaucoup plus précis, enfin moins coloré, moins colorable. Et le plan de l'intentionnalité, à travers une personne qui aurait une fusion avec le plan supramental, va nécessairement l'amener à être capable de comprendre l'humain. Et quand je dis de comprendre l'humain, il veut dire être capable de respecter l'humain. Cela veut dire qu'il est capable d'exprimer un amour intelligent. Donc un amour qui n'est pas conditionnel, un amour qui est respectable et respectueux. Et nécessairement, il a la faculté de temps en temps de faire des gestes qui ne peuvent pas être compris par l'humain ou par l'animal humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, le bonhomme, il passe à côté de toi et il te donne 50 $. Et toi, tu vas dire, bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il n'a aucune intention, il n'y a rien. Il te donne 50 $. Toi, tu vas dire, bon, ben, ce qui me prend pour un pauvre, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de pitié.
de la bonté. C'est pas de la pitié. Bon, est-ce qu'il veut m'acheter? Il n'y a aucun égo, donc c'est pas ça. Alors, quelle est la raison? Il n'y a pas de raison. Alors, lui-même ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas de raison. Ça, c'est la bonté. Au travers d'un être humain qui a un contact supplémentaire relié avec des ficelles au plan divin, nécessairement, les choses seront gratuites. Et quand je dis gratuite, je dis gratuit. Cela veut nécessairement dire que tu ne peux pas être bon tant que tu as du karma. C'est impossible à l'être humain d'exprimer. Alors, il exprime la bonté dans sa tête, dans sa pensée, on l'a vu. Mais l'être humain ne peut pas exprimer de la bonté réelle, exprimée dans la matière, tant qu'il a du karma. Pour la simple raison que l'acte ne peut pas être gratuit. Pas de sa faute. Mais celui qui a du karma, qui te donne 50 $ gratuitement, paye du karma, donc c'est pas gratuit. Mais celui qui n'a plus aucun karma devient un être bon. Et il va te donner 50 $. Tu vas lui dire, ben pourquoi ça? Il va dire, le veux-tu? Tu vas dire, ben si tu ne veux pas, donne-moi-le. Puis il l'a dans ses poches. Lui, il n'en parlera plus jamais. Et toi, tu vas trouver que le gars ou la fille, elle est un peu fêlée. Elle est bonne. Mais la bonté n'est pas comprise par l'être humain. Celui qui devient bon, réellement bon, donc celui qui n'a pas de karma, mais c'est évident que plus tu es jeune, plus tu as de faculté d'être bon. Tu n'as pas encore cumulé énormément de karma. Celui qui a la faculté d'être bon pourra, à un moment donné, être catalogué par la race humaine comme ayant une bonté sans borne. Mais il faut faire extrêmement attention entre celle, pour parler d'une personne, ou celui, qui se voue à vouloir être bon. À l'instant même où tu souffres de quelque chose, tu n'es plus bon si tu agis. La bonté est quelque chose de gratuit. Alors tu décides d'aider les pauvres. Pourquoi? Parce que c'est pas de la bonté. Le Christ, lui, est-ce qu'il avait de la bonté quand il y a le mouvement qu'il a fait, la crucifixion? Dans plusieurs choses, la crucifixion, non, c'était pour lui, c'était pas de la bonté. Mais dans plusieurs choses qu'il a fait, il avait exprimé de la bonté. Et dans d'autres choses, non, c'était relié à un plan. Mais ce n'est pas grave. L'être humain est bon à 100%, mais il n'exprime pas toujours de la bonté. De temps en temps, il se mouche parce que la mort lui coule au nez, mais ce n'est pas de la bonté. C'est pas gratuit. De temps en temps, il ramasse quelqu'un qui est tombé à terre. La personne est en terre, il la ramasse. Ce n'est pas de la bonté. Mais ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'intelligence. Ça, c'est exclusivement de l'intelligence, ce n'est pas de la bonté. Il y a une réaction intelligente, logique, à un événement. Donc, ce n'est pas de la bonté. Quelqu'un se casse la gueule et tu vas l'aider, tu n'es pas un être bon. Tu es un être psychologique ou tu es un être intelligent. Mais tu n'es pas un être bon. Et ce n'est pas grave. C'est-à-dire que tu es peut-être un être bon, mais ce n'est pas un acte de bonté que ce que tu as fait. Alors, on ne peut pas décoder que tu es un être bon par le fait que tu aides les autres. Tu es un être intelligent, c'est intelligent d'aider autrui. Quand autrui a besoin de ton aide, je veux dire, quand tu aides autrui pour rien, c'est-à-dire que la personne ne peut même pas récupérer ton aide, bien là, tu fais du bénévolat. Mais ce n'est même plus intelligent. Alors, le Nazaréen, effectivement, il était un être bon, il a exprimé de la bonté, mais pas régulièrement et pas tout le temps. Tu peux passer quelque part et puis tu donnes une claque en pleine face à quelqu'un. Paf! Tu es un être bon. C'est gratuit. C'est de la bonté. Parce que c'est gratuit? C'est nécessairement de la bonté. Okay. Mais tu peux donner une claque en plein visage à quelqu'un et dire « Ah non, moi, c'était gratuit. » C'est faux. C'est que tu voulais paraître bon. Oui, c'est ça. Puis en même temps, tu préférais être bon dans le défoulement. Donc, tu te fais relier à... Tu pourrais être un saint. Un saint du côté peut-être des forces sataniques, mais quand même un saint. Parce que les autres saints du côté divin céleste, font la même chose. Mais puisqu'on parle de saint, peux-tu nous parler aussi de paix intérieure? Pour toi, qu'est-ce que c'est que la paix intérieure? Bon. Il est bien évident que l'être humain qui accède à l'état de bonté, a une paix intérieure. La paix intérieure, c'est la purification suprême de l'âme. C'est la purification totale de l'ego. Donc, la paix intérieure, c'est lorsque l'être humain a un double éthérique et qu'il n'y a absolument aucune mémoire volatile à l'intérieur du double éthérique. Donc, il ne peut plus y avoir aucune question parce qu'il ne manque rien vu qu'il n'y a rien. Aucun point de comparaison, donc aucune question. Et nécessairement, n'ayant plus aucune question, il n'y a plus aucun tourbillon. N'ayant plus aucun tourbillon, il n'y a plus aucune émotion. N'ayant aucune émotion, il n'y a aucune mémorisation. Donc, il n'y a aucun désir. Cela veut dire que l'être humain est totalement régi par son intelligence. Et lorsque l'être humain arrive à une paix intérieure de cet ordre, une vraie paix intérieure, je ne parle pas nécessairement du simulacre sur lequel on va revenir, lorsque l'être humain arrive à cette vraie paix intérieure, elle est ce qu'on appelle une âme pure, c'est-à-dire que son âme est constituée de périsprit et de périsprit. C'est quelqu'un qui a atteint quel stade dans le processus fusionnel de celle que tu viens de me décrire? C'est quelqu'un qui est supramentalisé, qui est bouddhisé, qui est quoi?
C'est quelqu'un qui est exclusivement supramentalisé à un point tel qu'il n'a plus d'ego. Donc, nécessairement, il n'a plus de karma et il a déjà des fibres en connexion avec le plan bouddhique. Il peut avoir des fibres en connexion avant la finalisation de sa fusion, mais de toute façon, c'est évident qu'il rendu à cet état d'évolution, il a un contact avec le plan bouddhique. Donc, il a la faculté d'aimer gratuitement, d'aimer avec de l'intelligence et nécessairement, il a des bribes aussi par son ajusteur de pensée au plan divin. Et comme j'ai déjà expliqué, l'ajusteur de pensée était la réplique la plus conforme dans notre monde créé du plan intentionnel. Mais il existe quand même au niveau des religions bouddhiques ou anciennes, là, hindoues, des gens qui décrivaient des états de paix intérieure qui n'étaient pas de l'ordre nécessairement d'un contexte supramental, mais qui décrivaient des états de paix intérieure significatifs. Oui, ils décrivaient des paradisiations. Voilà. Qui était l'équivalent de quoi? C'est quoi la mécanicité de la paradisiation, comme tu dis, de ces gens-là? Lorsque il y a la création de l'âme chez l'homme, il y a nécessairement la transmission du périsprit par les parents, donc dans la cellule même spermatozoïde ovule. Et par la suite, il y a dans le monde de la mort une correspondance extrêmement perpendiculaire au monde planétaire dans lequel l'être humain vient au monde. Donc il y a la planète Terre, et on peut dire qu'elle n'est pas ronde, que c'est une ligne droite. Perpendiculaire à cela, attiré par le centre gravitationnel de notre planète, il y a descente de phénomènes espritiques qui proviennent du plan morontiel, et lui, pour être canalisé à travers la structure atomique du corps physique, doit être enveloppé d'une structure astrale, et cette structure astrale va être déterminée par la position des astres autour de notre planète. Position des astres qui, étant donné qu'on l'a déjà vu dans le séminaire, chaque astre attire un palier particulier du monde de la mort. Donc, il y a des espèces d'ellipses autour de notre planète Terre, et la quantité de matière astrale particulière à un astre, particulière à un état psychologique, donc à une vibration astrale, va déterminer ce qui va entourer le phénomène espritique, donc le phénomène qui descend du plan morontiel dans le corps physique. Maintenant, lorsque cela parvient dans le corps physique, il y a nécessairement la création donc de l'homme. Il y a la création d'un âme. Et la création de l'âme est donc déterminée, comme on vient de le voir, par ce phénomène. Lorsque l'être humain continue son évolution, dans cette mécanicité même, le périsprit lui-même, qui a été donné par la structure du corps, va lentement grossir, au fur et à mesure qu'il sera nourri par la mère, et en même temps, il sera pillé par le sang de sa mère, donc par le phénomène hormonal, qui va permettre... Pillé, tu as dit. Oui. L'énergie vitale de l'homme est pillée par de l'enfant va être pillée par la mère, en ce sens que la mère va se servir de l'enfant pour pouvoir mieux supporter l'expression de son émotion. Elle va donc aimer l'enfant, elle va déjà lui parler, elle va bon, etc. Alors, elle paye de l'énergie vitale, en échange de quoi elle permet la terrestrification des énergies réincarnationnelles, en permettant à ces mémoires qui se réincarnent et qui n'ont pas trop de mémoire, il se fait un grand bout de temps qu'ils n'ont pas vécu d'émotion. Alors, avec le sang harmonisé de la mère, donc les hormones dans le sang de la mère, cela va permettre au corps physique du fœtus de réagir de certaines façons et ça va recoder les structures réincarnationnelles qui vont maintenant pouvoir s'imbiber convenablement dans le corps physique. Alors, donc, c'est un échange qui va se passer, qui va permettre la terrestrification convenable d'une âme qui va maintenant pouvoir se grandir et se gérer. OK. Puis la paradisiation, là, j'en sais. Exact. Lorsque cela est fait ici, il y a dans l'astral une mémorisation d'un événement particulier qui s'appelle la descente de l'âme dans le corps physique, qu'on peut aussi appeler la fécondation. Ce moment très précis est un moment qui envoie les premières prémices de tout ce que sera la structure astrale réincarnative de l'individu. C'est ce qui va créer le canal réincarnationnel, c'est ce qui va créer, ce qui va, disons, assujettir des aides-contrôles au canal réincarnationnel, ce qui va les affecter pour être plus précis. Et ce moment est enregistré dans les sphères astrales, il est enregistré évidemment dans les annales akashiques, mais il est aussi enregistré au niveau des plans qui ont permis la réincarnation de ce phénomène amique. Lorsque l'être humain, dans certains états de méditation, dans certains états de vie, a la faculté, ça peut dépendre évidemment des contextes planétaires, des contextes planétaires autour de notre planète, mais cela peut être engendré par un voyage astral cheminant à l'échelle de notre planète. Et lorsque l'être humain, par certaines techniques, a la faculté de prendre toute son âme au complet et d'arriver à diviser en fractions les parties de son âme pour pouvoir amener dans un voyage astral une partie particulière dans une région planétaire où existe encore la mémoire de sa naissance. Une autre partie va cheminer dans une autre sphère astrale et retrouver aussi la mémoire du canal de sa naissance. Une autre partie fera la même chose. Et lorsque l'âme au complet arrive à retrouver les canals qui ont prévalu lors de sa naissance, l'âme est paradisiée. C'est-à-dire qu'elle a trouvé la Jérusalem céleste.
L'âme est dans un état total de sécurité, comme l'être humain sur le plan planétaire ne peut pas en connaître, sauf lorsqu'il meurt. Et l'individu a quand même la plénitude de conscience de la vie, parce qu'il est relié à un corps physique, mais il est totalement retrouvé, il a retrouvé totalement les entrailles mêmes qui l'ont vu naître, c'est-à-dire qu'il est retourné vers ce que les théologiens appellent le Dieu créateur du point de vue de l'âme. Alors, il est totalement au paradis céleste, ça va de soi. Il est donc paradisié, et ça crée un état de paix intérieure par abstinence totale des forces astrales à l'intérieur de l'homme. Maintenant, ce n'est pas une paix intérieure qui est cumulative, ce n'est pas une paix intérieure qui est rayonnante, ce n'est pas non plus une paix intérieure qui est mobile, c'est-à-dire que l'être humain ne peut pas se promener sur la planète Terre en restant paradisié. À l'instant même où tu le bouscules, la paradisiation cesse. L'individu, évidemment, qui a une haute évolution astrale, une haute évolution de l'âme, pourra par retour mémoriel essayer de conserver l'état de paradisiation et paraître moins frustrable que plusieurs individus. Et évidemment, la paradisiation élimine dans l'être humain tous les problèmes d'insécurité. Par contre, elle élimine aussi elle élimine en même temps les questions. Elle élimine totalement les tourbillons. Ça ressemble un peu à ce qu'une personne aurait dans un contact fusionnel supramental, à la seule exception que l'être humain est un être humain qui est présentement en phase de stagnation. Et lorsque le monde de la mort va commencer à s'effriter, sa paradisiation va devenir interdite. Parce que les canaux eux-mêmes vont commencer à se détériorer, alors elle ne pourra plus se paradisier. Cela veut dire que celui qui atteint cette main intérieure présentement va payer un lourd tribut quand le monde de la mort va commencer à s'effriter. Donc, il va être un des derniers à pénétrer, même s'il a été un des premiers, apparemment, à atteindre cette paix intérieure. Alors ça, c'est une paix intérieure par paradisiation qui existe et que plusieurs mystiques ils peuvent encore aller chercher. Et les conditions, c'est l'ermitage qui vivait, puis l'ascétisme avait pour but d'éviter des chocs externes le plus possible pour conserver cet état d'équilibre-là qu'il y avait. Premièrement, l'ermitage qu'ils vont vivre permet d'éliminer les stimulations, ce qui permet à l'être humain de se centrer sur lui, en réalité de retrouver son canal réincarnationnel plus facilement. Et par la suite, il pourra apprendre à cheminer à l'intérieur de son canal réincarnationnel par la prière, la contemplation, la méditation, le mysticisme. Et lentement, en cheminant à travers, il y a des parties qui vont donc se replacer. Et si le canal est même un peu disparate à l'échelle de la planète, selon les mouvements planétaires, l'individu arrive quand même à s'y retrouver. Mais nécessairement, il ne doit pas être perturbé, parce que sinon, il est perturbable. Or, ce n'est pas la paix intérieure qui pourra être développée chez l'individu qui vit une phase d'évolution. Mais quand ils se paradisent, là, qui sont connectés, est-ce que la circulation énergétique mémorielle se fait dans les deux sens? Est-ce qu'il n'est pas susceptible de vivre un déséquilibre constant puisqu'il y a échange énergétique avec Non, il n'y a pas d'échange énergétique, c'est-à-dire qu'il ne vit plus d'émotion. Ah. C'est exactement comme s'il vivait une espèce d'autistisme. Chez l'enfant qui est autistique, ce qui se réincarne refuse la réincarnation dans le corps. Des mécanicités qu'on pourrait expliquer à un moment donné, mais ça refuse la réincarnation. Donc, l'enfant qui est autistique, il reçoit une âme, et l'âme veut retourner dans le monde de la mort. Alors, l'enfant est totalement déconnecté du monde de la vie, pour la simple raison que même si l'enfant a une vie physique vivante, une énergie vitale, il a un phénomène expressif astral, mais il ne peut pas arriver à vivre dans le monde de courant, pour la simple raison que la grande majorité des structures amiques astrales sont toujours même elles ne sont pas égoïsées, et pas suffisamment, ils sont toujours en train d'essayer de retourner vers le haut. Alors l'enfant vit donc une forme de paix intérieure. Cet enfant-là ne souffre pas si tu le laisses aller, c'est sûr qu'on peut toujours l'instruire, et en l'instruisant, on peut l'amener à souffrir, donc on peut le guérir, mais il est dans une phase de refus de réincarnation. Celui qui vit ce genre de paradisiation vit un peu la même chose, c'est-à-dire que de son propre point de vue, il a la mémoire du monde. Il est donc capable de vivre une espèce de relation entre le monde et le monde de la mort, mais ça devient un mystique, ça devient une personne qui est relativement perdue. Si tu rencontres une personne qui a cette paix intérieure, eh bien, elle n'aura rien, elle n'aura pas de face, elle n'aura pas de rictus, elle te parlera les yeux un peu dans le vide, elle a la faculté d'avoir une espèce de relation avec le monde de la matière. Mais elle ne peut pas, si le feu prend, elle va sortir lentement en espérant que les flammes ne courront pas trop bien. Sinon, elle fait des paradis complètement. Mais les grands gourous hindous qui ont des états de paradisiation comme ça, puis qui ne l'ont pas tout le temps parce que souvent, ils ont un va-et-vient avec des disciples. Parce qu'elles bougent, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils vivent des crises variables? C'est-à-dire qu'ils sont paradisiés, à un moment donné, ça fait le mal, ils sont déconcrissés un peu, comme on dit en québécois, puis là, ça se replace ou quoi? Qu'est-ce qui... Pourtant, ils ont de la bain, toujours souriants, toujours au-dessus de leur Oui, à cause de la récupération mémorielle. Ah, OK. Ils ont tendance à... Oui, exactement. Comme si tu touches, par exemple, l'amour pendant un laps de temps, puis à tous les 2 jours, tu as la possibilité de retrouver le même amour.
Ah bon, ben le temps que tu ne l'as pas, tu es capable de le maintenir au niveau de ta mémoire. Mais si, après 2 jours, oups, il n'est pas là, puis là, ça commence à s'étirer, lentement, tu vas oublier. Alors, notre gourou, lui, il se gourise régulièrement, et il a donc la faculté d'être capable de maintenir mémoriellement la substance énergétique. Ce sera une copie. Et il la maintiendra. Utilise-tu l'énergie de ses disciples pour Ça va de soi. se supporter? Ouais. Il utilise l'énergie de ses disciples, il en a besoin. Or, cette paix intérieure n'est pas ce que l'être humain devrait aller chercher. La paix intérieure que l'être humain, la façon dont l'être humain devra développer une paix intérieure qui va instruire son ego pour l'amener lentement à un contact avec un plan supramental qui va engendrer chez lui justement une égoïsation qui va amener la paix intérieure, c'est, premièrement, de contrôler les mécanismes réflexes qui permettent l'expression endocrinienne, comme on l'a vu dernièrement dans un cours, au niveau de la respiration. Il y a nécessairement l'observation. L'être humain doit continuellement se donner comme ordre, il doit créer un autodisciplinaire, se donner comme ordre d'être continuellement en contrôle de ce qu'il veut faire. Et, comme on l'a vu aussi lors d'une colère mentale de type douce, colère mentale 2, l'être humain doit s'efforcer de continuellement faire ce que son système endocrinien lui empêche de faire. Or, évidemment, pendant le temps que l'être humain fait cela, il n'a pas de paix intérieure. Il est en guerre. Mais il est en guerre contre l'anti-homme. Donc, nécessairement, il est en guerre contre les forces d'involution qui l'habitent. Il est en guerre contre son double anti-homme. Il est en guerre contre, finalement, l'astral qui, par le biais du système endocrinien, est toujours en train d'exprimer une copie de ce qu'il peut vivre, ce qui fait en sorte que l'être humain se contente de la copie, ne conserve pas l'attitude pour exprimer, finalement, l'original. Alors, lorsque tu sécrètes endocrinalement, lorsque tu transpires, lorsque tu as peur, lorsque quoi que ce soit, l'être humain doit s'arranger pour passer par-dessus la frontière endocrinienne et vivre ce qu'il doit vivre au dépens et au-delà de ce que son corps peut lui amener comme limitation. Il est bien entendu que cela peut amener des pathologies, des maladies, des épuisements, mais l'être humain doit s'arranger pour apprendre aussi à se relaxer. L'être humain doit s'arranger pour apprendre à conserver au moins une partie de son temps de journée, au minimum une partie de temps de semaine, quelques heures, pour juste rien faire, pour juste marcher. Ça peut être sur la rue, laisser faire la pollution, ça ne change rien. Quand l'être humain est suffisamment capable de se paradisier, la pollution ne pollue plus énergétiquement, l'être humain défasse ces choses. L'être humain doit se conserver un laps de temps pour pouvoir tout ralentir, tout arrêter finalement. C'est sûr que s'il peut magnifier convenablement, c'est encore mieux, parce qu'on peut aussi se relaxer en pleine action. L'être humain doit se conserver un laps de temps pour marcher. La marche est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle entraîne un pompage sacré, qui fait en sorte que l'être humain n'a peut-être pas, s'il n'a pas la volonté, l'autodisciplinaire, pour se restreindre à une pratique de technique, qui est le pompage sacré, c'est-à-dire qu'il a la mobilité de va-et-vient de haut en bas des vertèbres sacrées, ce qui permet l'accélération de la circulation du liquide céphalorachidien qui réchauffe une partie du cerveau d'une façon énergétique, qui refroidit le cerveau de façon calorique et qui en même temps le nettoie, ce qui permet et accélère et facilite la mutation cérébrale. La marche fait cela. L'individu doit marcher. En marchant, donc, le cerveau se nettoie et donc la pensée se calme et les choses vont mieux. Mais l'être humain doit le faire en démarche flottante. C'est-à-dire en étant totalement conscient de chacun des muscles de son corps physique. Il doit déposer les pieds, être conscient de son corps physique. Et l'être humain qui fait cela au minimum une fois par semaine, c'est mieux une fois par jour, au moins 15-20 minutes, une demi-heure, mais au moins au minimum une fois par semaine. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il oblige tout le processus de vieillissement, tout le processus de stress, tout le processus d'énervement, tout le processus d'ennui, tous les processus finalement d'angoisse, tout ce qui habite le corps physique, l'humain bloque soudainement, tout cela au complet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, j'ai donné un cours et avec un mouvement particulier, un mouvement d'Ardem, je projetais un individu sur un tapis. Et lorsqu'il tombait, je lui disais de se relaxer totalement, de ne pas bouger et d'observer. Et tous les individus que je projetais, lorsqu'ils arrivaient à se laisser, disons, choir au sol sans bouger, avaient l'impression que quelque chose les rattrapait. Et là, je leur expliquais que c'était leur corps vital. Quand l'individu bouge vite, le corps vital suit et réintègre par la suite. Tant qu'il y a accélération. Donc, si tu as une vitesse constante rapide, le corps vital finit par te rattraper, maintenant ça va. Alors, lorsque l'individu arrivait au sol, il se sentait d'une façon bizarre, et lentement, il se retrouvait.
Il y a dans les sphères, dans les mondes parallèles qui cohabitent avec l'être humain, énormément justement de mondes parallèles, de déphasement au niveau des corps qui habitent l'homme. Et à l'intérieur même de ces corps, comme dans l'astral, il y a différents niveaux. L'individu qui est extrêmement angoissé, qui subitement s'arrête, respire lentement. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que toute l'énergie rapide autour de lui passe. Et elle va... Ne le retrouvant pas, ils vont aller sur l'individu qui passe stressé à côté, sur... bon, ça ne le retrouve pas. Une fois que l'individu a ralenti... C'est ça ton système? C'est ça mon système. Une fois que l'individu a ralenti son rythme respiratoire, qu'il a pris conscience de son corps et qu'il permet à de l'intelligence d'habiter le corps. Et j'ai déjà expliqué, souvent cet été par exemple, que l'intelligence habite le corps exclusivement lorsqu'il y a un contrôle du corps. Lorsque l'individu fait aussi une démarche flottante mentale, ralentit totalement le flot de la circulation mentale, de la pensée. Si l'individu en plus peut parvenir à être vivant et à exclure l'âme, l'individu doit devenir subitement quelque chose d'intelligent, quelque chose qui n'arrive pas à être toute la semaine. N'arrivant pas à être cela toute la semaine, nécessairement, immédiatement, premièrement, il est dans une forme de stress et il le bloque. Et toutes les choses continuent à fouiller, à avancer. Et les choses, ce sont des phénomènes mémoriels qui sont attirés par des ondes de forme particulière. Et là, tu n'es plus cela. Et ça va chercher. L'individu doit développer une technique. On parle justement d'un PMC+. C'est pas de la vente, mais il y a des séminaires, 3 conférences que je vais donner qui vont durer quelques heures chacune. Ça va peut-être cumuler une affaire comme 12 heures de conférence. Extrêmement important, justement, sur la mécanicité qui peut permettre à l'être humain d'arriver à appliquer quelque chose dans sa vie courante pour arriver à faire une démarcation au niveau de sa vie courante. Puis quelques séminaires pratiques. L'individu doit subitement, instantanément, violemment, se dissocier totalement de l'attitude qu'il est pour que tout ce qu'il est et qu'il ne veut pas avoir se précipite, continue dans la même démarche. Et par la suite, l'être humain doit avoir la faculté de résister un laps de temps qui est ajustable à chaque individu, mais un laps de temps déterminé pour que les choses finissent par ne plus être là. Il doit y avoir dans ce moment-là un sentiment pour l'ego d'étrangeté puis d'inconfort que tu dois ressentir. Si tu mets un temps d'arrêt comme ça, la psychologie doit te renvoyer des messages d'inconfort puis d'étrangeté. Tu n'es plus dans le mouvement. Oui, c'est pourquoi tu dois apprendre, premièrement, comme on parlait tout à l'heure de guerre, tu dois premièrement apprendre à appliquer la chose, qu'on peut appeler technique, et qui est l'accumulation de plusieurs techniques PMC, mais placées dans un cadre. Il y avait la méditation supramentale, mais là, on va le placer dans un cadre d'arrêt. Il y a donc l'apprentissage, par la suite, la pratique d'éléments, et puis finalement, écrire ou t'arranger, ou l'ego va surtout te charrier, c'est dans le fait que tu vas oublier, après 3-4 semaines, que tu as la capacité de découvrir une paix intérieure. Et ça, c'est un problème. On vient régulièrement assister à des conférences ou à pratiquer en groupe, et on a tendance à s'oublier quand on retourne dans notre milieu. Cette espèce de perte d'énergie, ce gaspillage d'énergie-là, là, t'indiques une façon peut-être de colmater, peut-être, de colmater cette chose-là en créant des moments de déphasage instantané. On peut dire mais ça peut aller jusqu'à oublier qu'il faut faire ça. C'est ça le problème. OK, c'est ça le problème. Parce que la majorité de ce que j'ai donné depuis 4 ans, hautement efficace. Le problème, c'est que l'humain oublie de le faire. Comme dernièrement, dans un cours, je disais aux gens, pensez à ne pas penser. Parce que sinon, ils ne penseront pas à ça, puis ils vont penser. Donc, Les gens doivent dire des mots. Bon. Alors, il y a... Et ça, ce n'est pas un jeu, mais pour beaucoup de gens, c'est encore les pièges. Est-ce que l'être humain, rendu à une certaine forme de son évolution, peut avoir la faculté? Regarde bien, si on fait un camp de 2 jours où on va jouer un jeu, un camp de 2 jours où on va jouer un jeu, et ce jeu va être, je vais mener le jeu, ce jeu va être un jeu où tu dois devenir un extraterrestre, un surhomme ou une surfemme,
mets le terme que tu veux. Mais un jeu où tu vas essayer pendant ces 2 jours et ces 2 nuits de jouer à quelque chose d'autre, qui va peut-être être plus proche de toi que ce que jamais tu as pensé que tu étais. Mais actons. L'être humain doit commencer par penser qu'il acte, parce que l'ego ne se permettra jamais de dire « Mais c'est vrai, je suis capable d'être en paix. » L'ego va dire « Je suis pas capable d'être en paix, hostie. » Coloration. Alors, si, pendant un laps de temps, tu t'arranges pour, comme quand on a fait des camps de temps en temps, les individus devaient apprendre à marcher en être intelligents, à marcher sans faire de bruit. Mais là, mets-toi dans la peau d'un personnage. Et laisse faire l'idée que tu peux avoir du corps physique. Mais non, la personne évoluée, il me semble qu'elle n'a pas de grands petits bras. Ça n'a rien à voir. Tu es une personne évoluée, donc l'onde de forme physique, elle va transparaître au niveau de l'évolution par tes yeux, par ta parole, par ta gestuelle, mais pas par la longueur de tes doigts. Le corps physique, franchement, il n'y a pas une intelligence qui va se déplaire d'être simplement dans un corps physique, lorsqu'il a la faculté d'être lui dans le corps physique. Alors, si tu arriverais à jouer, à acter, et finalement à te mettre dans la tête, à instruire ton ego après avoir acté pendant, par exemple, 2 jours et 2 nuits, et après avoir réussi à acter, que tu as passé toute ta vie à acter l'imbécile, alors que ce que tu actes aujourd'hui est probablement ce que tu es. Cosmiquement, dans la réalité des choses, tu es les deux. Mais une grande partie qu'on appelle l'antihomme et qui sont les sphères d'évolution évolutive qui nuisent et qui font souffrir l'humain, parce que l'évolution est une évolution animale, donc sécrétatoire endocrinienne, cette grande partie-là va penser acter la partie homme. Alors que la partie homme n'ayant à peu près jamais été jouée, jamais été exprimée, sauf dans des concepts, dans l'anti-homme, des concepts que j'espère qu'un jour oui, mais j'aimerais bien arriver un jour à... Si tu peux rêver ça, c'est que déjà tu l'as. Mais tu ne l'as pas dans la partie anti-homme et c'est celle-là qui est jouée. Alors donc, pendant par exemple un camp particulier, tu peux acter celle-là. Et l'humain va avoir toujours le feeling, oui, mais c'est juste un acte. Mais pendant ta journée ou ton heure de fake, comment t'es-tu senti? Ah ben bien, mais je fais juste faker. C'est là que m'a botté le derrière. Fake toute ta vie, le cave. Mais là, il y a un petit problème. C'est intéressant, c'est la visualisation, la possibilité de visualiser une alternative. Ce qui crée une révolution à un moment donné en dedans de toi. Non, c'est de créer un cadre où on va essayer de mettre des règlements qui ne s'adressent qu'à la partie homme. Mais suppose que je le fais dans le cadre d'un jeu structuré, dynamisé, énergisé. J'ai pas fini. OK. Par la suite, tu dois t'arranger, et on doit donc s'arranger pour pouvoir s'obliger à un certain nombre d'heures par semaine, et si possible, à heure fixe, une journée fixe, où là, toi, tu fais un pacte pour pouvoir bien incruster ça dans l'ego. Le pacte n'a pas de valeur évolutive, mais il y a une maudite valeur au niveau de l'ego, par exemple. Et là, tu fais un pacte très, qu'on va déterminer avec certains individus, s'il le faut, pour pouvoir t'aider, où il n'y a plus rien sur cette maudite planète qui existe, sauf toi, dans ce cadre de temps-là. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cadre de temps-là? Tu joues. Alors, il est vendredi telle heure, il est samedi telle heure, il est jeudi telle heure, il est tu détermineras. Et là, il n'y a rien. Moi, je te téléphone pour une réunion d'urgence. C'est ton 2 heures où tu es toi. Tu ne viens pas. Ne viens pas. Ta mère est à l'hôpital, elle est mourante. N'y va pas. Tu te casses la gueule d'un escalier, va à l'hôpital. Et joue le jeu. Ils vont voir un saint rentrer à l'hôpital, un saint fou. Joue le jeu. Tu dois te conserver un quadrilatère spatio-temporel où ce sera toi. Tu joues. Tu joues la partie homme, que peut-être tu vas découvrir dans le camp. Mais tu joues cette partie. Et là, on doit s'arranger. Si, par exemple, toi, tu me fais un chèque, ou tu me donnes X montant d'argent, ou tu
me garantit telle chose si tu arrives à dépérir dans ton jeu. Je deviens donc ton hétérodisciplinaire. Et moi, je fais la même chose. Ça peut être le pacte. Ça peut être un pacte avec toi-même. Ça peut être un pacte où si chaque fois que tu manques ton coup, eh bien, tu te départis de certaines choses. Tu fais un don, n'importe quoi. Il y a moyen de parvenir. Et par la suite, eh bien, il y a des individus, de temps en temps, bon, mettons qu'on fait ce camp, en fin de semaine. Par la suite, il y a des moyens de vérifier. C'est-à-dire que soit en conférence régulière, soit en conférence du mois, etc. Et puis de temps en temps, une fois que le jeu est commencé, bien, il y a des individus qui sont les liens, qui le fait de se voir la face, on sait pourquoi on est ici, qui fait qu'on ne veut pas, on finit par s'en rappeler un peu. Ça, c'est pour éviter la déperdition d'énergie qui fait que quand tu viens, par exemple, ici, ou quand tu discutes avec certains individus, tu te réchauffes énergétiquement et finalement, tu arrives à être un être, presque un être humain. Et quand tu retournes chez vous, bien, tu te ramasses tout seul encore dans ta vieille maison, dans ta même maison, dans ta neuve maison, où tu retrouves encore les mêmes personnages, le même milieu de vie, puis finalement, tu redeviens encore ce que, apparemment, tu as toujours été. Et pour mettre un frein à cela, pour arriver à développer une paix intérieure, pour arriver à développer certaines choses, eh bien, on doit obligatoirement, c'est une pratique, il n'y a rien à faire. Moi, je me suis permis de me donner 2 heures minimum par semaine depuis 4 ans. Et c'est en faisant des conférences. Et lentement, veut pas, tout cela déteint sur moi, ce qui fait que finalement, après 4 ans de 2 heures par semaine, évidemment, il y a eu les 3 heures par semaine des conférences du mois, il y a eu les symposiums, il y a eu les congrès d'études, il y a eu les conférences que j'ai faites ailleurs. Il y a eu énormément d'autres phénomènes. Il y a eu maintenant il y a le travail en affaires, il y a un paquet d'autres choses, ce qui fait que finalement, ça arrive à être plus ou moins 24 heures sur 24. Mais on doit se réserver un laps de temps, autrement que d'être juste un auditeur. Le fait d'être un auditeur te remplit. Mais le fait de ne pas être un acteur fait que tu te remplis, mais tu ne peux pas t'en servir. Or, quand on a fait les camps, par exemple, de Montebello, ou quand on fait certains cours, mais surtout des camps de 2 jours, là, tu cellularises. Et là, ça change l'humain. C'est sûr que 2 jours ne changent pas autant que 365 jours, ou disons 363 jours de lutte contre, mais ça change. Quand tu arrives à faire un camp où tu vas structurer une forme de ce que tu veux être, de ce que tu vibres comme étant intelligent d'être. Laisse faire que c'est un jeu. Si tu arrives à jouer le jeu de l'individu qui n'a pas peur, bien, c'est que tu n'as pas peur. C'est plus un jeu. Et je l'ai dit souvent, c'est que l'être humain va jouer. Et quand il va l'avoir, il va encore penser qu'il joue. C'est un problème. C'est le gros problème au niveau de la transition. Tu es nouveau. Eh oui, mais peut-être que je fake encore. Mais les conditions, donc, de l'évolution de l'humain, comme je suis, là, plus près de l'inertie, c'est que je me déprogramme pour me reprogrammer d'une autre façon. J'en sors pas, il faut que de toute façon, qu'il y ait une programmation. Sauf que je peux l'optimiser en faisant ce comme tu dis. C'est-à-dire que tu as déjà une programmation intègre, intelligente, dans laquelle se trouvent des graines de bonté, de sérénité, de paix intérieure. La partie homme, les mémoires infantiles. Et cette partie-là, elle doit programmer l'anti-homme. Et tout ce qui, dans l'anti-homme, ne pourra pas être programmé, un jour sera rejeté, va s'éliminer lui-même. Il va se repousser. OK. La déficience intérieure que je peux avoir doit être compensée par une structure extérieure, par exemple de jeu ou d'équipe, qui fait que mon inertie va être compensée par la discipline extérieure, un hétérodisciplinaire, comme tu appelles. C'est la vie. Que tu le paramètres dans un cadre où tu te laisses carrément à libre cours, ça reste la vie. Sauf que la vie, le processus est plus lent. Parce qu'il n'est pas contrôlé. Il est moins structuré. Enfin, il est contrôlé, mais par l'astral. Ouais. Mais le problème, toujours, c'est la quantité d'énergie vitale que tu disposes dans ton corps pour être capable de supporter. Tu sais, l'esprit est prompt, la chair est faible. C'est d'être capable de supporter dans la continuité de ton quotidien cette nécessité-là de faire l'acte, tu sais, de garder la discipline. Parce qu'à un moment donné, tu reçois un choc de la vie. Là, ta personnalité psychologique réembarque parce que c'est elle qui va être mobilisée par l'événement. Puis à un moment donné, tu te dis, voyons, c'est vrai, j'avais ça à faire. Puis là, tu viens, tu as rien que l'énergie d'y penser qu'il fallait que tu le fasses, mais tu n'as plus l'énergie de rentrer en action pour le faire. C'est pour ça que ça prend un cadre structurant. Puis c'est pour ça que moi, je viens régulièrement aussi, parce que je n'ai pas la capacité encore de m'auto-énergiser personnellement face à... Tu sais, je suis comme une passoire, je perds l'énergie. Vois-tu l'exemple quand je parle de jouer? Et c'est tellement la solution.
c'est tellement ça. Fais comme si tu l'avais et tu l'auras. Mais c'est donc tellement ça. La seule chose qu'il y a, c'est que l'humain doit bâtir des choses. Et nécessairement, on doit reconstruire les marches qui vont nous amener là où nous sommes déjà. Sauf qu'on doit reconstruire les marches qui vont nous instruire que nous l'avons, ou reconstruire les marches qui vont nous rappeler que nous le sommes. Parce que présentement, l'homme l'oublie. C'est évident que ce n'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là, mais quand je fais une conférence et que les gens comprennent l'intelligence de la chose, puis que les gens vont se dire, ben maudit, on le sait, mais on n'arrive pas à le mettre en pratique, le moindrement que tu comprends ce que je dis, c'est que tu l'as. Maintenant, il y a la sphère dans laquelle tu exprimes les choses, qui est une sphère où ce que tu as ne peut pas s'exprimer. C'est ce que les autres t'ont donné, c'est ce que les autres ont besoin, c'est ce que les autres ont qui s'exprime, plutôt que ce que tu es toi. Et tu vas dire, comme tout à l'heure, on parlait de la bonté. La bonté pure s'exprime-t-elle dans notre société? Peut-elle s'exprimer sans risque de lobotomie, sans risque de te faire interner? Elle peut s'exprimer seulement si. Seulement si tu n'es pas bien guinéou. Seulement si tu n'as pas de chapelet. Seulement si tu n'as pas de Bible. Seulement si tu ressembles à l'onde de forme que tu as présentement. Prends l'onde de forme que tu as présentement et achète-toi un vêtement. Prenons l'habillement que tu as présentement et que tu ne portes que quand tu es l'homme nouveau. Juste le fait de le mettre dans ton garde-robe, veut pas, ça va te rappeler qui tu es. C'est l'habit de Superman. Moins les petites culottes. Et là, de temps en temps, par exemple, tu viens ici au centre, tu mets cet habit. Et tu viens. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu t'en vas faire quelque chose. Ou, selon toi, tu devrais avoir le maximum de tes énergies avec toi. Pas juste en venant ici. Un autre exemple. Alors là, tu te déguises. Okay. Et là, quand j'ai souvent parlé de l'onde de forme, il y a des réceptacles. Comme Hercule. Ou une bague. Ah, OK. Il y a des réceptacles qui peuvent conserver de l'énergie qui en font partie, mais ces réceptacles-là, ce réservoir d'énergie-là, servent à accumuler l'énergie que tu perds au cours de ta vie quand tu es Clark Kent. Mais le processus d'accumulation dans ces réceptacles-là peut se faire soit par un déguisement, mais aussi par une bague, comme tu dis, mais est-ce que le processus... Un instant. OK. La bague, c'est ce qui récupère l'énergie de Clark Kent. N'est-ce pas, c'est Superman au civil. Tandis que le vêtement, c'est ce qui permet d'appliquer l'énergie. Ah, OK. Et là, tu es Superman. Bon. L'individu qui se bâtit, et on joue. Le prêtre, c'est la même chose. Le prêtre est dans un état, lorsqu'il a son uniforme sur le dos, il est dans un état qui est différent de l'état lorsqu'il n'a pas d'uniforme sur le dos. Moi, j'ai rencontré un prêtre qui arrive et qui venait s'asseoir en arrière du presbytère, et puis là, les deux pieds sur la table, il sort sa bière. Il venait de faire célébrer un mariage. Là, il ouvre son veston, il ôte son faux collet, chemise karaté de chasse en dessous. Puis là, on est là, au kiff. On jasait. Mais ce bonhomme-là n'agit pas de la même façon lorsqu'il a son onde de forme. Le problème, c'est que tu ne peux pas avoir de chemise karaté en dessous de ton faux collet. Parce que là, tu es dans une ambivalence. C'est pourquoi tu dois être totalement dans une onde de forme qui fit avec ce que tu catalogues, toi, comme étant ce que tu veux être. Et là, tu vas dire, je le joue. Tu vas voir que de plus en plus, tu l'es. Jusqu'au jour où tu vas t'acheter un deuxième vêtement. Puis un troisième. Puis lentement, les vieilles jeans que tu mettais, tu as l'impression là de jouer. Puis lentement, ils vont être éliminés. Parce que de plus en plus, tu deviens ce que tu veux être. Et à un moment donné, tu vas l'être en disant, je suis changé, mais pas autant que je pensais que. C'est parce qu'il y a une altération au niveau du changement. L'ego vient nuire. Et maintenant, tu trouves une nouvelle forme de vêtement. Comme ça, les femmes avaient une intuition intelligente, ont une intuition intelligente de se maquiller. Elles transforment leur onde de forme selon un certain instant, désir. Ça dépend encore une fois de ce qui maquille la femme. OK. Ce qui maquille la femme, c'est l'intentionnalité qu'il y a dans le processus du maquillage. Oui, si c'est l'homme qui maquille la femme, ce n'est pas ça.
Si c'est l'ego de la femme, parce que ça revient encore à l'homme, parce qu'elle veut plaire, parce qu'elle dit qu'elle se plaît à elle, mais elle se plaît quand elle plaît aux hommes, finalement. Mais ça dépend encore une fois, parce que le maquillage, il faut s'entendre par maquillage. C'est bien évident que de changer une chose, défaire une petite affaire, etc., c'est le maquillage qui est extrêmement esthétique. Et là, ça devient de l'art. Mais quand c'est... Là, l'art, là, on devient... c'est un peu psychédélique. Mais la femme... C'est la personne qui arrive avec les lèvres vertes ou d'un rouge flamboyant, qui sont absolument pas naturels. Mais sauf que la femme a quand même intuitivement peut-être déformé le génie d'appliquer ces choses-là. C'est ce qui est arrivé, mais là, ce n'est plus intelligent. Par contre, tu as un autre maquillage qui peut être exactement comme se peigner les cheveux, ou qui peut être exactement comme ajuster un vêtement, qui peut être aussi un maquillage pour ajuster aussi l'onde de forme physique. Mais pas parce que ça ne te plaît pas, mais parce que tu vibres mieux comme ça. Il y a une nuance. C'est parce que tu vibres mieux comme ça que tu changes telle chose. Mais pas parce que tu te trouves pas belle ou tu te trouves pas beau comme ça. C'est pas la même chose. Alors là, oui. Alors la paix intérieure, donc, elle peut se développer, ainsi d'ailleurs que différents phénomènes, par la mécanicité, et on revient encore à ton phénomène de déperdition d'énergie, avoir un quadrilatère, un paramètre spatio-temporel, qui fait que dans l'onde de forme, pourquoi temporelle? Parce que le vêtement, la gestuelle, l'expression, ton corps physique, toi, doit être un être humain de valeur. Un être humain par lequel s'exprime de l'intelligence. Un être humain qui rayonne. Et temporel, parce que tu dois délimiter une sphère de temps. La plus grande discipline, et c'est en même temps la meilleure leçon, c'est de ne pas déroger à ça. J'ai décidé que tel jour, de telle heure à telle heure, j'étais moi. Tu es tout énervé, tout excité, c'est le temps maintenant d'appliquer des techniques pour... Tout le reste, ça n'a aucune importance. Et lentement, assez rapidement, je dois dire, tu vas avoir la faculté de... Très vite. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu seras dans une vie folle, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le temps. C'est pas grave, ça. Ça, c'est le minimum. Et tu pourras aussi arrêter ta dynamo. Et lentement, tu vas devenir ça. Ça serait intéressant, dans le cadre de jeu, de pousser ça au bout quand on fait des jeux intensifs. À un moment donné, tu pointes quelqu'un et tu dis, toi, out. Oui, mais ça c'est des choses que je me réserve pour le prochain camp, le PMC+. Qui n'est pas un cours comme Montebello, c'est un PMC+. Alors, nécessairement, c'est du neuf et c'est du nouveau. Okay. Ça, donc, dans le processus d'acquisition d'une paix intérieure, on développe des techniques qui vont engendrer au départ une pagaille, une espèce de tension interne, qui fait que souvent, celui qui cherche à provoquer la tension pour améliorer les résultats souffre autant que ce qui est projeté à l'extérieur. Ça amène la notion de colère, c'est de colère douce, colère mentale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce phénomène-là d'expression énergétique de la colère? Bon, là, tu nous as parlé au niveau d'un être qui se conscientise, qui est psychologique. Est-ce qu'un être supramental peut exprimer de la colère? Est-ce qu'un être bouddhique peut exprimer de la colère? Bon. Et de quelle façon? Un être humain bouddhisé. Bon, l'être humain bouddhisé, l'être humain intentionnalisé, l'être humain intelligent, donc supramentalisé, peut exprimer de la colère. Et il peut l'exprimer à partir de ce qui est extrêmement haut comme colère, aller jusqu'à ce qui est de plus vil comme colère. C'est-à-dire que l'être humain parlons juste du phénomène supramental, l'être humain qui a une fusion avec son dobétérique, l'être humain qui a un contact supramental global total, donc l'être humain qui est devenu supramental, peut feindre la colère psychologique conventionnelle. Alors, si à un moment donné, le message ne peut passer que par la colère conventionnelle, alors il pourra casser les choses et puis faire la colère conventionnelle avec les mots conventionnels, les sacs, les patois reliés au monde oral dans lequel il vit. Par contre, celui qui vit une colère psychologique ne pourra pas feindre la colère supramentale. Celui qui vit une colère supramentale, celui qui est en contact supramental peut faire une colère psychologique, peut faire une colère matérielle, une colère vitale, une colère psychologique, une colère mentale et aussi une colère supramentale. La colère supramentale, premièrement, la colère chez l'homme, c'est quoi? La colère chez l'homme, c'est simplement la frustration intrinsèque à une condition qui permet à la structure observatrice de la condition de tout faire pour changer la chose ou se changer elle. La colère, finalement, n'est qu'un ajustement. Un ajustement de l'extérieur ou un ajustement de l'intérieur. Ce n'est pas intentionnalisable chez l'être humain. Il ne sait pas ce qu'il va ajuster, mais dans une colère, on ajuste.
Alors, ou bien tu te déformes par la colère, parce que tu t'es tellement massacré, tu te déformes et tu finis par accepter. Donc, il y a un ajustement par l'interne. Ou bien tu changes l'extérieur, ajustement par l'externe. La colère est donc un phénomène d'ajustement qui n'est pas contrôlé par l'être humain, par l'animal humain et par l'humain ordinaire. Celui qui commence à entrevoir l'idéal ou l'idée de la colère mentale est un être humain qui va essayer et qui va souvent parvenir à bloquer l'expression de la colère, non pas dans une structure psychologique, mais dans la structure mentale. Cela veut dire que l'être humain, encore une fois, dans les séminaires que j'ai donnés, je n'ai pas parlé de cela parce qu'on ne m'a pas posé la question convenablement, l'être humain qui fait une colère mentale ajuste autant à l'intérieur que l'extérieur, même si dans l'expression même de sa colère mentale, il croit ajuster l'extérieur. Colère mentale violente, il ajuste l'extérieur et l'intérieur. Colère mentale douce, il ajuste surtout l'intérieur. Par contre, il ajuste l'intérieur avec une forme d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'il ne démolit que ce qui lui nuit. Alors que dans la colère psychologique incontrôlée et inconsciente, l'être humain démolit bien souvent ce qui l'aide. Il s'empire avec la colère. La colère devient donc une espèce de défaut, une nuisance. La colère mentale, qu'elle soit violente, qu'elle soit douce, démolit surtout l'intérieur, dans le cas de la douce, et une partie de l'intérieur dans le cas de la colère violente, et elle place l'extérieur, dans le cas de la colère violente. La colère violente, c'est la première colère mentale que l'être humain doit appliquer. Elle permet de placer les choses extérieurement en donnant un repos aux structures internes évolutives de l'homme. La colère douce, c'est la deuxième colère qui peut être applicable par la suite et qui permet de démolir l'intérieur, qui rend assujettissable l'ego de l'homme aux manipulations extérieures. Et la colère douce, d'ailleurs, quand j'ai donné mon séminaire sur la colère mentale 2, j'avais expliqué que c'était sans doute le plus beau et le plus efficace séminaire que j'avais jamais donné. Je ne le savais pas avant, mais je l'ai su pendant. C'est effectivement fascinant de quelle façon l'être humain peut parvenir et la quantité de clés quand même qui restent accessibles à l'humain pour éliminer de la souffrance, mais à la condition qu'il se rappelle qu'il doit le faire. Mais ça fait mal quand tu fais une colère mentale. C'est que ce qui énergise le phénomène d'expression de la colère mentale subit les contre-coups de la colère mentale, de deux façons. Parce que l'être humain fait une colère mentale et par la suite, il redevient ce qu'il était. Oui, mais tu vis ça. Eh. T'es pas assez polarisé, tu n'as pas une personnalité mentale qui est suffisamment développée pour rester polarisé à ce niveau énergétique-là. Donc, tu as une personnalité égoïque, psychologique. D'ailleurs, le but de la colère mentale, c'est justement de l'élaguer. Donc, tu retombes dedans. Mais là, tu sais, tu donnes un coup de pied dans la mer, puis tu retombes dedans après. Je te dis que tu vis vague les contre-chocs qu'il y a dedans aussi. En réalité, parlons encore de marde. En réalité, tu es entouré de marde jusqu'au cou. La colère mentale, c'est effectivement des coups de pied pour tasser la marde. Mais quand tu donnes des coups de pied, ça gicle un peu au niveau de tes yeux. Et là, tu vois que tu es dans la marde. Alors qu'avant, tu l'étais, mais tu le voyais moins. Et c'est ce que tu appelles la souffrance. Mais la colère mentale ne te rend pas pire. Elle te rend mieux. Mais étant donné qu'elle te rend mieux, tu vois plus clair. Voyant plus clair, tu vois plus de marde. Tu souffres. Mais il y a des façons d'arriver à faire une colère mentale qui n'engendrera pas. Voilà. J'ai souvent parlé de la prise de décision, de faire le choix de l'intelligence, puis qu'à un moment donné, il fallait appuyer les choses. Alors, dernièrement, j'ai mis sur pied des structures d'affaires, des différentes compagnies, pour obliger justement des individus à devoir appliquer de plus en plus le choix d'intelligence dans une vie courante. C'est-à-dire que si dans ton domaine, dans ton travail, tu as de la difficulté à l'appliquer, eh bien, à un moment donné, si on arrive à créer une structure de travail dans laquelle tu pourras vivre de l'intelligence, à partir des compagnies nous-mêmes, des compagnies hautement financières et à caractère quand même relativement très pécunier, dans le but de libérer l'humain des contraintes matérielles pour lui laisser le temps, justement, de passer des mois à travailler sur lui, eh bien, ça permet à l'être humain d'arriver à moins subir les contre-coups de ses colères mentales. Mais qu'est-ce qu'il faut? On en revient encore à ce jeu. Et on va continuer lors de la deuxième partie. Il y a des points intéressants, d'ailleurs, que je veux amener sur cette mécanicité qui va permettre à un moment donné à l'être humain d'être capable de rester paramétré dans un état où il ne retombe pas. Parce que quand tu donnes des coups de pied dans tes problèmes, si tu retombes dans les problèmes, tu en souffres un peu plus parce que tu as bougé les problèmes que tu connaissais, tu les connais moins. Par contre, tu fais une colère mentale et tu dois, avant de faire une colère mentale ou pendant,
t'arranger pour avoir un cadre d'homme nouveau. Un cadre qui va te forcer à ne pas oublier qui tu es. Tu es un être ascendant. La majorité des gens oublient qu'ils sont des êtres ascendants. À l'instant même qu'ils s'éloignent d'ici. Ou de temps en temps, ils l'oublient carrément. Mais l'être humain est un être ascendant et il doit s'arranger pour se créer des stimulations mémorielles pour le lui rappeler. Lucifer fait ce travail-là chez l'homme, mais c'est un travail qui n'est pas régi par de l'intelligence supramentale, c'est de l'intelligence tellement archétypée que finalement elle ne fait que permettre à l'être humain de se rappeler qu'il est d'essence divine. Alors on fait une pause.